Ah, Carey Price. Vous pensiez qu'avec la fin officieuse de sa carrière, qu'on passerait rapidement à autre chose et que le visage de l'équipe durant une quinzaine d'années ne serait plus l'un des sujets les plus chauds dans les médias sportifs québécois? Ben, vous étiez dans le champ. Price deviendra éligible au Temple de la Renommée en 2025 et avec la cérémonie 2024 derrière nous, préparez-vous à en entendre parler beaucoup dans les prochains mois, en bien comme en mal. Est-ce que Price va entrer au Temple de la Renommée un jour? Oui, aucun doute là-dessus à mon avis. Est-ce que Price va y entrer dès 2025 à sa première année d'éligibilité? Ton boy ici pense depuis longtemps que oui, et je dirais que les intronisations d'Henrik Lundqvist, Roberto Luongo et même Shea Weber m'ont convaincu de ça. En observant la potentielle QV 2025, par contre, je me suis rendu compte qu'il y a un problème pour Carey. Lequel? Ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. C'est ton boy Max. Assieds-toi, prends un verre et enjoy the show! What's up tout le monde? D'abord, ouvre un commentaire, laisse-moi savoir avant d'écouter la vidéo si tu penses en ce moment que Price mérite d'être intronisé au Temple en 2025. Laisse le commentaire reposer, là, comme un bon petit plat qui sort du four. Et après la vidéo, ajoute un deuxième paragraphe pour dire si ton opinion a changé. Avant de vous partager le problème que j'ai identifié avec la candidature de Carey, analysons-la, la candidature. Le cas Price est un cas classique dont on entend souvent parler dans les médias lorsqu'il est question du Temple de la Renommée, celui du sommet versus la longévité. C'est-à-dire que certains joueurs, comme Price, ont vu leur carrière écourtée par les blessures et on se pose la question s'ils ont eu le temps d'en faire assez durant leur temps pour bâtir un CV assez solide. Évidemment, il y a des joueurs dans cette situation pour qui c'est même pas une question. Exemple, Mario Lemieux, Bobby Orr. Et il y a des joueurs pour qui c'est le contraire. Ils ont une longue et belle carrière qui n'a pas nécessairement atteint un sommet particulièrement spectaculaire, mais dont le livre entier mérite qu'on s'y attarde. L'exemple parfait pour moi de ça, c'est Patrick Marleau qui, sur l'entièreté de sa carrière, est largement sous le point par match, malgré 2 saisons respectives de 86 et 83 points dans les années 2000. Marleau n'a jamais gagné d'honneur individuel, ni même été nommé pour un. Et soyons honnêtes, pour la grande majorité de sa carrière, il n'était pas non plus le meilleur joueur de son équipe avec les Sharks. Mais il a joué tellement longtemps, il a littéralement joué le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue et été un bon joueur pour la majorité de ce temps-là, que plusieurs pensent qu'il va entrer au Temple un jour. D'ailleurs, le cas Marleau me fait penser à une discussion que j'ai eue à cet effet il y a quelques années avec un membre du Temple de la Renommée qui avait droit de vote. Je vous en parle dans quelques minutes. Mais avant, revenons à Price, c'est tout le contraire. Lui, au milieu des années 2010, il a été sur une courte période non seulement le meilleur gardien de la planète, gagnant même le trophée Hart, remis au joueur le plus utile de la LNH en 2014-2015, et qui, c'est débattable, a donc été peut-être le meilleur joueur au monde carrément pendant un certain moment. Regardons donc les arguments favorisant la candidature de Carey Price. Je viens de le dire, il a gagné le trophée Hart en 2015. Cette année-là, sur le plan individuel, il a aussi gagné le Vezina, remis au meilleur gardien de la Ligue. Il a d'ailleurs reçu 27 des 30 votes de première place. Il a gagné le Jennings, remis au gardien de l'équipe qui a accordé le moins de buts. Le Lester B. Person, depuis ce temps-là renommé le Ted Lindsay, remis au meilleur joueur de la Ligue selon ses pairs. En plus, bien sûr, d'être nommé au sein de la première équipe d'étoiles. Ce sont les seuls honneurs individuels sur glace que Price a gagné dans sa carrière dans la LNH. Je dis bien sur glace parce qu'en 2022, il a remporté le trophée Masterton, remis aux joueurs ayant démontré le plus de qualité, de persévérance et d'esprit d'équipe. Il a reçu une autre nomination au Vezina en 2017 et terminé au total dans le top 5 à 4 reprises. Sur le plan international, parce que oui, c'est le Temple de la Renommée du hockey et non le Temple de la Renommée de la LNH, ça fait partie de ton CV. Price a remporté le championnat du monde junior, étant non seulement nommé meilleur gardien du tournoi, mais aussi joueur le plus utile. Ajoutez à ça sa médaille d'or olympique de 2014, où il a aussi été nommé meilleur gardien du tournoi. Certains aiment dire d'ailleurs que n'importe qui aurait gagné la médaille d'or derrière cette équipe-là. OK, j'entends, mais combien il l'aurait fait en donnant 0,6 buts par match avec un taux d'efficacité de 972 et 2 jeux blancs? Je veux dire, Bobby Lou l'a pas fait en 2010, Brodeur l'a pas fait en 2002, et entendez-moi bien, ils ont eu des grosses stats eux aussi derrière un club pacté, c'est Équipe Canada après tout, mais aucun ne l'a fait de façon aussi impressionnante que Price en 2014. And a shout-out for Carey Price of Anaheim Lake, British Columbia, who gave up just 3 goals
in a 6-game tournament. Et je sais pas trop non plus à quel point ça penche dans la balance, mais mentionnons aussi qu'il a gagné la Coupe Calder en tant que joueur le plus utile des séries dans la Ligue américaine à 19 ans et fraîchement débarqué du junior en 2007. Ça prouve surtout que peu importe dans quelle équipe tu le plaçais, le gars avait tendance à devenir le joueur le plus utile de celle-ci. Ça, ce sont les arguments pour. Voici maintenant les arguments contre. Carey Price ne vient qu'au 23e rang de l'histoire de la LNH pour les victoires et plusieurs gardiens éligibles depuis de nombreuses années devant lui ne sont pas encore au temple, entre autres Curtis Joseph, Chris Osgood, John Van Beesbrook. Price n'a également pas remporté de Coupe Stanley. Personnellement, oui, ce sont des choses qui doivent évidemment être prises en considération, mais j'aime rappeler qu'il s'agit de statistiques d'équipe plus qu'individuelles, même si on considère le nombre de victoires comme une statistique pour les gardiens de but, alors qu'une intronisation au temple, c'est sur le plan individuel que tu fais ça. Parlons un peu plus de statistiques maintenant parmi les gardiens qui ont disputé au moins 400 matchs durant la période où Price était actif. Je prends cette période-là parce que le nombre de buts marqués en moyenne par match fluctue tellement que difficile de comparer un gardien comme Price à un gardien des années 80. Donc, durant cette période-là, Price vient au 7e rang pour le taux d'efficacité, 17e rang pour la moyenne de buts alloués et 7e échelon pour les jeux blancs. Les mauvaises langues diront que ce sont des stats très similaires à Yaroslav Halak. C'est vrai, on ne peut pas le nier, quoique ça nécessiterait un peu plus de contexte, mais ça, ce serait pour une autre vidéo. Juste avant de poursuivre avec le problème entourant sa candidature, le principal argument de plusieurs, c'est qu'au final, Carey Price a eu une saison exceptionnelle au sein d'une carrière pas si exceptionnelle que ça. Permettez-moi d'être en désaccord. C'est vrai, 2014-2015 ressort de loin comme la meilleure saison de Price, mais comme je l'ai dit, il a terminé 4 fois dans le top 5 pour le Vezina. Henrik Lundqvist a été 6 fois top 5 au Vezina. Il l'a remporté une seule fois d'ailleurs, lui aussi. Roberto Luongo, lui, a terminé à 5 reprises dans le top 5 et il n'a jamais gagné le Vezina. Puis pourtant, on ne parle pas de gardiens qui n'ont pas été bons longtemps quand on parle de ces deux gars-là. Une dernière chose, je veux qu'on revienne sur l'absence de Coupe Stanley et de victoire en saison régulière. Évidemment, si Price s'était pas blessé au début de la saison 2015-2016, son pic aurait été plus long. C'est pas un argument. Avec des si, on met Paris en bouteille, après tout. Ce qui peut, par contre, être un argument pour atténuer l'absence de succès collectif dans le CV de Price, c'est à quel point cette blessure a montré pratiquement hors de tout doute le travail colossal que Price faisait derrière une équipe de Montréal correcte, au mieux. En 2013-2014, avec un Carey Price qui a terminé 4e au Vezina et en santé, le Canadien termine au 3e rang de l'Atlantique avec 100 points et atteint la finale de conférence. On sait tous ce qui s'est passé rendu là, après qu'il se soit blessé dans le match 1 contre Chris Kreider. Hello, darkness, my old friend. C'est ça. Voilà. Je n'ai pas envie de reparler de ça. En 2014-2015, avec un Carey Price qui marchait sur les eaux en route vers le titre de joueur le plus utile, qui nous a d'ailleurs valu cette incroyable citation de Barry Trotz. Is there a clear-cut best player in the league right now, in your opinion? For me, yeah, there is Carey Price. That's all I got. I mean, if you ask me, I don't have anything. Yeah, I think he's probably the top guy. Just every night, he's the difference maker, it seems. Dans un match qui impliquait même pas le Canadien, d'ailleurs, pour vous donner une idée, le Canadien a terminé au premier rang de la division Atlantique et 2e rang de toute la LNH avec 110 points. Bref, une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey sur 2 ans qui pouvait laisser croire aux partisans que le meilleur était à venir. Surtout lorsque l'équipe est repartie sur les chapeaux de roue en 2015-2016. Carey Price remporte d'ailleurs à ce moment-là 10 de ses 12 départs avec des statistiques tout aussi impressionnantes que la saison précédente qui laissait croire qu'il allait peut-être faire un échec et remporter un 2e trophée Hart de suite. Ben non, après avoir raté près d'1 mois d'activité en novembre, Price revient au jeu et il est toujours aussi dominant. Il remporte ses 3 matchs avec un taux d'efficacité de 927, mais il se blesse pour de bon le 25 novembre 2015 et ne revient pas au jeu cette saison-là. Au moment de la blessure de Price, le Canadien a une fiche de 17 victoires, 4 défaites et 2 autres en prolongation et est au premier rang de toute la Ligue. Sans Price, le CH conclut la saison avec 21 victoires, 34 défaites et 4 autres en surtemps et chute au 22e rang. Le taux de points obtenu durant cette séquence a été de 389. Pour vous donner une idée,
Les Maple Leafs de Toronto ont terminé au dernier rang de la Ligue cette année-là avec un taux de points obtenu de 421. Oui, la simple perte de Carey Price a fait passer littéralement le Canadien de la meilleure équipe de la Ligue après 23 matchs à la pire en moins de temps qu'il faut pour dire Quidditch. Ouch! Et aussi, un dernier petit point là-dessus, c'est devenu un peu viral depuis un an à la suite d'une publication sur Instagram, mais pendant la durée de la carrière de Carey Price, de 2007 à 2021, on va exclure la saison 2021-2022 où il a joué 5 matchs pour la forme en fin de saison alors que le club était éliminé. Là. Les joueurs de la LNH ont comptabilisé 198 saisons d'un point par match. Pas 198 joueurs. Sidney Crosby, par exemple, à lui seul, compte pour 14 de ces saisons-là. Ça, c'est en moyenne 14 joueurs par saison et environ 7 saisons d'un point par match par équipe pour la durée de la carrière de Price. Pour vous donner une idée, durant leur carrière, 5 coéquipiers d'Henrik Lundqvist ont combiné leurs efforts pour obtenir 6 saisons d'un point par match et Roberto Luongo, lui, a vu 6 coéquipiers combiner leurs efforts pour 11 saisons d'un point par match. Shout-out aux Sedin, d'ailleurs, qui en ont eu 7 à eux deux. Price, lui, un seul de ses coéquipiers dans toute sa carrière a eu une seule saison d'un point par match. C'était Alex Kovalev lors de l'année recrue de Price. Pire encore, les coéquipiers d'Henrik Lundqvist ont obtenu 13 saisons de 70 points. Bobby Lou, 21. Price a 3 coéquipiers qui ont eu 3 saisons de 70 points dans toute sa carrière. Et ce sont toutes des saisons différentes d'ailleurs. Il n'y a jamais eu 2 coéquipiers dans la même année qui ont fait 70 points en même temps. Pensez-y 2 secondes, c'est complètement fou. Donc, si vous êtes du type à dire « il n'a rien gagné », posez-vous la question. Est-ce qu'on lui a donné les outils pour gagner? Bref, en tant que tel, je continue de voir le CV de Carey Price comme un qui est digne d'une intronisation au temple de la renommée. Mais quel est le problème donc? Juste avant de vous le révéler, désolé d'interrompre le coït, là, mais si c'est pas fait, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy. Abonne-toi, laisse un commentaire, appuie sur le like, clique même sur la cloche de notification de contenu, tu aides ton boy à faire croître sa chaîne. J'en remercie. Maintenant, poursuivons. Le voici le problème, c'est qu'en plus des bâtisseurs et joueuses qui sont inclus et incluses dans une cuvée, seulement 4 joueurs masculins peuvent être admis en même temps au temple de la renommée. En 2025, voici une liste de quelques joueurs qui, en plus de Price, deviendront éligibles. Zdeno Chara, Joel Thornton, Duncan Keith, Tuukka Rask et Ryan Getzlaf. Et du lot, pour moi, et c'est là que ça se complique pour vrai, il y a 3 joueurs que vous pouvez barrer immédiatement. It's a lock. Ils vont être admis au temple de la renommée en 2025. Sinon, je fais une vidéo d'excuses en chess l'an prochain. Chara, Jumbo Joe et Keith vont être admis au temple de la renommée. La candidature de Chara est presque incontestable tant son impact sur le jeu a été significatif. Évidemment, il est reconnu pour sa taille imposante, sa portée exceptionnelle. Il a redéfini le rôle de défenseur physique tout en étant incroyablement mobile pour sa grandeur. Chara a remporté le trophée Norris en 2009 en tant que meilleur défenseur de la Ligue. Il a été nommé à 3 reprises au sein de la première équipe d'étoiles de la Ligue nationale de hockey. Capitaine des Bruins pendant plus d'une décennie. Il a mené l'équipe à une conquête de la Coupe Stanley en 2011. On n'a donc pas l'argument d'absence de coupe pour ceux pour qui c'est obligatoire. Son endurance est remarquable. Plus de 1600 matchs de saison régulière pour Big Z. Des performances de haut niveau jusque dans la quarantaine. Sur la scène internationale, il a représenté la Slovaquie à de nombreuses reprises. Un mélange de leadership, de longévité, de domination physique. Écoutez, même si vous n'aimez pas Chara parce que vous êtes un fan du Canadien, il n'y a pas d'argument pour dire que Zdeno Chara n'est pas un membre du temple de la renommée en 2025. Jumbo Joe, pas de coupe, même pas proche d'être un problème en ce qui me concerne. Contrairement à Price, Jumbo a la longévité en plus du sommet de carrière sensationnel. 24 saisons, plus de 1500 points. Bon pour le premier rang d'ailleurs sur l'entièreté de sa carrière de 1997 à 2022. 1109 passes. Ça, c'est bon pour le 7e rang de l'histoire dans la Ligue nationale de hockey. Trophée Hart et Art Ross en 2006. Il est d'ailleurs toujours à ce jour le seul joueur de l'histoire à avoir remporté ces 2 trophées en ayant changé d'équipe en milieu de saison. Bien sûr, les médailles à l'international. Un peu comme Chara, bonne chance pour essayer de me convaincre d'un argument contre Jumbo Joe. J'en vois pas.
Et finalement, Duncan Keith, pilier défensif des 3 Coupes Stanley des Blackhawks de Chicago. En ce qui me concerne, si tu me demandes de te présenter le défenseur parfait, je te présente Duncan Keith. Un trophée Conn Smythe en 2015 comme MVP des séries. Joueur clé aussi sur la scène internationale des équipes canadiennes aux Jeux de 2010 et 2014. Sa capacité à jouer plus de 25 minutes par match combiné. Sans être le meilleur défenseur offensif de son époque, mais à une première passe sensationnelle. Un excellent leader également. Je serais prêt à le mettre dans la catégorie des défenseurs générationnels. Il a également, bien sûr, gagné le trophée Norris. Pour moi, aucun doute, même chose. Duncan Keith s'en va au temple en 2025. Donc, même si je pense que si on prend uniquement les candidatures en compte, Price, tout comme Lundqvist, tout comme Luongo, et même comme Shea Weber en 2024, mérite sa place au temple. Par contre, il reste une place pour soit lui, Rask, Ryan Getzlaf, il y en a peut-être même qui vont mettre Eric Staal dans le lot et n'importe quel des autres joueurs qui attend depuis longtemps. Regardons juste les autres joueurs qui deviennent éligibles, repêchés comme Price au premier tour en 2005. Tuukka Rask a remporté le Vezina en 2014. Une Coupe Stanley, c'est comme deuxième gardien. Par contre, Tim Thomas était le partant des Bruins cette année-là. Il a même gagné le trophée Conn Smythe d'ailleurs. Rask a un meilleur taux d'efficacité, une meilleure moyenne de buts alloués que Price dans sa carrière. Moins de victoires par contre et près de 200 matchs de moins de jouer. La carrière de Rask a donc été encore plus courte que celle de Price. Mérite-t-il de passer devant lui? On y revient dans un instant car d'abord passons à Ryan Getzlaf. Getzlaf est un peu le contraire de Rask et Price. Aucun honneur individuel, mais il a quand même été le 7e meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey durant la durée de sa carrière. Des sommets à 91 points en 2008-2009. Il a maintenu une moyenne tout près du point par match en jouant une ère d'ailleurs où il se marquait beaucoup moins de buts dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué un rôle important comme recrue lors de la conquête de la Coupe par les Ducks en 2007. Il a également été un membre crucial de 2 conquêtes de la médaille d'or olympique par le Canada. Par contre, quand je compare les candidatures de Price, Rask et Getzlaf, je pense à de nombreuses conversations que j'ai eues avec mon regretté ancien collègue Yvon Penneau quand je travaillais avec lui à la radio. Yvon avait droit de vote au Temple de la Renommée et il me disait que pour lui et plusieurs autres, un des éléments importants était le suivant, l'impact sur le sport et l'impact sur ta position. Au-delà des statistiques, comment as-tu contribué à l'évolution du sport? Quel impact as-tu laissé sur ton sport? Je pense que c'est là que Price peut devancer ses concurrents. C'est pas aussi drastique que Patrick Roy avec le style papillon dans les années 80, mais le style de jeu de Carey Price est devenu le modèle pour tous les gardiens depuis plus de 10 ans. Son impact a été dans la LNH, sur le plan international et dans les écoles de hockey. Tous les gardiens de but de nos jours ont adopté le style technique, le positionnement de Carey Price que certains appellent robotique. Il y en a comme Martin Brodeur pour qui ça a rendu la position plate à regarder même. Et d'un certain point de vue, je suis en partie d'accord avec lui. Principalement pour cette raison-là, je pense que Price va devancer Rask, Getzlaf et les autres qui attendent depuis longtemps pour constituer une cuvée complète de 4 joueurs qui sont éligibles pour la première fois. Désolé, Alexander Mogilny. Avant le début de la vidéo, est-ce que tu pensais que Carey Price méritait sa place au Temple de la Renommée en 2025 et maintenant rendu ici? Le crois-tu toujours? Est-ce que ton opinion a changé? La mienne n'a pas changé, mais je constate que c'est pas autant un free throw que je croyais que ça l'était il y a quelques semaines. Laisse-moi savoir donc ce que tu penses en commentaire. D'ailleurs, contrairement à l'époque de Carey Price, le Canadien risque d'avoir beaucoup d'atouts offensifs dans les prochaines années. J'en parle dans cette vidéo où le Canadien est répertorié au premier rang des meilleures bases de jeunes joueurs de la Ligue selon TSN. Et comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!